Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Alors, ça arrive quasiment à chaque année, cette perspective aux États-Unis qu'on doive fermer le gouvernement, qu'on puisse plus sortir les chèques de paye. Ça risque très probablement de se produire cette semaine. En général, je suis assez dubitatif. Donc la date limite, c'est 30 septembre? C'est 30 septembre. Mardi soir. Oui, en général, il s'arrange toujours. Et d'ailleurs, dans le calendrier, c'est significatif. Même si la date butoir de la fin de l'année, c'est le 30 septembre, à chaque fois qu'ils ont ces rendez-vous avec le plafond de la dette. C'est-à-dire qu'à un moment donné où ils doivent voter une extension pour être capable de continuer à sortir les chèques, comme tu le dis, à faire en sorte que le gouvernement avance. C'est des rendez-vous à répétition. Puis des fermetures de gouvernement, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. La plus longue a duré, je pense, 34 jours. C'était le mot à retenir, si vous suivez la police, c'est le shutdown. Shutdown, exactement. Puis, il y a souvent des continuing resolutions qui permettent d'acheter un peu de temps. C'est ce qu'espérait, entre autres, le patron de la Chambre, Mike Johnson, de se donner quelques semaines jusqu'à la mi-novembre pour être capable de négocier avec les démocrates quelque chose qui permettrait de faire en sorte qu'on s'entende et qu'on continue à dépenser pour faire avancer les choses. Mais dans les républicains, il y en a quand même plusieurs qui sont inquiets. En fait, même techniquement plus que parmi les démocrates qui sont inquiets de la dette. Là, évidemment, Trump est au pouvoir. Là, mais exactement, embêtant. Mais je te disais, en ce moment, ce qui est très embêtant dans le calendrier, c'est que ça va se passer dans la nuit de mardi à mercredi. Souvent, ils font en sorte que ça arrive un vendredi. Pourquoi? Parce que si le rendez-vous est raté, ça leur laisse le week-end pour essayer de négocier une solution, de voter quelque chose dans la nuit, du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche, pour faire en sorte que le lundi, tout le monde puisse rentrer à la shop comme si de rien n'était. Là, ça va se produire dans la nuit de mardi à mercredi, et tout donne à penser qu'il y a un bras de fer qui ne sera pas réglé. Alors, les principaux patrons, républicains et démocrates, de la Chambre et du Sénat, se retrouvent à la Maison-Blanche aujourd'hui pour essayer de négocier. Puis l'enjeu, c'est la faute à qui? Qui est responsable de ce que le gouvernement marche pas? Qui va pouvoir pointer le doigt? Les démocrates pensent qu'en ce moment, il y a une possibilité politique pour eux. En mars dernier, Schumer, patron du Sénat, avait été très sévèrement critiqué parce qu'il avait justement accepté à la dernière minute. C'est comme une game de chicken, hein? Tu te fonces l'un contre l'autre puis t'espères qu'à la dernière minute, il y a quelqu'un qui va donner un coup de volant puis qu'on se rende pas dedans. Alors, la dernière fois, celui qui a donné un coup de volant, c'est Chuck Schumer. À la toute dernière seconde, a dit, on va trouver un terrain d'entente, puis on a réussi à se rendre jusqu'à aujourd'hui. Mais il a payé le prix. On a dit, ça y est, t'étais complice de Donald Trump. Comment un démocrate peut concevoir ça? Et là, il semble résolu, d'autant que ça va prendre une super majorité au Sénat, c'est-à-dire plus de 60 votes. Les républicains n'en ont que 53. Ça appelle donc 7 démocrates qui se joindraient aux républicains pour acheter un peu de temps. Derrière ça, encore une fois, une game politique. L'idée de dire, c'est de la faute à qui? Et pour Trump, peut-être l'occasion de faire ce qu'il n'a pas réussi avec le Doge, où il voulait nettoyer le gouvernement de toutes ces dépenses inutiles, de ces fonctionnaires qui se tourneraient les pouces. Et ça a été clairement présenté la semaine dernière. Il a dit, parce qu'en ce moment, Trump te dit exactement ce qu'il va faire, que ça te plaise ou non. Ça pourrait être pour nous l'occasion de faire le ménage. Si on ferme les portes, on pourrait aussi congédier des employés. Alors, tu as une partie de la fonction publique qui se sent terriblement en otage et qui se demande, au-delà de ce qui pourrait être suspendu le temps du shutdown, pourrait ne pas avoir de job au bout de l'exercice. Si j'avais à parier... Mais parmi ceux qui n'auraient pas leur paye, il y a les militaires. Alors, les militaires... Avec qui Trump va être quelques heures avant. Alors, les militaires, t'as raison. En général, on essaie de trouver un moyen de leur rendre la vie le moins difficile parce que ça fait partie de ce qui est essentiel du point de vue des Américains et de leur présence à l'étranger. T'as parfaitement aussi raison de souligner. Il va se passer quelque chose demain, donc à quelques heures de ce qu'on ferme peut-être le gouvernement, de parfaitement inusité. Le patron du Pentagone, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, la semaine dernière, à quelques minutes d'avis, a convoqué à Washington, en fait en banlieue de Washington, Quantico en Virginie, tout le plus haut gratin militaire américain. Tous les généraux qui sont déployés à l'étranger, tous les amiraux sur des porte-avions, toutes les grandes bases américaines, partout où la puissance militaire américaine est déployée, on a demandé au patron de revenir pour une espèce de sermon sur la montagne. Alors, originellement, c'est Hegseth seul qui devait leur parler, mais on ne savait pas de quoi. Et ça arrive pas souvent. Imagine que demain,
parce que le président Trump a confirmé qu'il allait prendre la parole, que demain, une petite bombette tombait là. Tu viens de décapiter tout le commandement militaire américain. En général, on évite ce genre de rendez-vous justement à cause de la position de vulnérabilité dans laquelle on se met. Or, ils le feront. C'est les services secrets, les US Secret Service, qui vont protéger le périmètre. On dit que ça sera un vrai casse-tête. Peut-être du point de vue des Américains, plus anxiogène que de protéger l'Assemblée générale des Nations unies quand tu réunis tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient là, par exemple, la semaine dernière, avec une question, de quoi on va leur parler? Alors, je te dis, il y a une nouvelle qui est passée sous nos écrans radars, c'est souvent l'expression que j'emploie, au début septembre. C'est une fuite probablement calibrée. À toutes les 2 ou 3 années, le Pentagone, le ministère de la guerre, maintenant aux États-Unis, le War Department, fait un plan où on explique ce que sera la doctrine de l'armée américaine, ce que seront les grandes orientations stratégiques. Au fil des années, on avait compris qu'il y avait un retrait de l'Europe pour faire un pivot vers l'Asie, présumant que le nouvel ennemi potentiel, c'était plutôt les Chinois. Ça avait été amorcé par Barack Obama bien avant Donald Trump. Et Donald Trump a toujours dit, vous savez, le réel danger pour nous, c'est en Asie. Puis ce qui a fuité au début septembre, c'est M. Elbridge, qui est un peu l'architecte de tout ça, c'est qu'on pourrait revenir à une vision de la défense américaine qui serait très continentale, c'est-à-dire que les objectifs, c'est pas de savoir si on est capable de livrer la guerre à la Chine, c'est de savoir si on peut protéger le territoire. C'est comme un aveu de ce que le géant militaire américain n'a plus les moyens, tous azimuts, de patrouiller le monde entier. Partout. Et il y a un réel souci. La paix des 50 dernières années, alors du point de vue de tous ceux qui sont opposés aux États-Unis, c'était pas une bonne nouvelle, mais une partie de la paix reposait sur un équilibre de la terreur qu'imposaient les Américains. Partout, sur les mers, le commerce. Si on peut acheter des bébelles qui viennent de Chine et de partout dans le monde pas cher, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de pirates. Ça existe, la piraterie, hein. Et c'est les Américains qui patrouillent les mers du monde. C'est les Américains qui imposaient leurs lois. Et là, on est dans un monde où il y a de moins en moins de puissances grandes, comme la Chine ou la Russie, qui redoutent vraiment les Américains. Et là, comme l'aveu que cette Pax Americana, elle est plus possible, que les Américains n'en auraient plus les moyens. Donc alors, les Américains se replient à dire on va protéger notre territoire. C'est pas officiellement annoncé. Mais ça pourrait être la nouvelle politique américaine, le nouvel horizon stratégique. Puis il est 6h30 quand je dis ça, on se dit, est-ce que c'est significatif? Oui. La reconnaissance de ce que les Américains, même si c'est pas ainsi nommé, ont compris, d'abord, qu'ils faisaient peut-être plus aussi peur qu'avant, et qu'ils n'ont pas les moyens de livrer sur plusieurs fronts à la fois la guerre, ou même de projeter leur puissance militaire, et donc une espèce de repli stratégique pour dire on va protéger le territoire, avec des manifestations, des incarnations de ça, déploiement de la garde nationale dans des villes américaines, comme si soudainement le nouveau front, il était, pour employer ce vilain mot anglais, domestique, le front domestique, comme disent les Américains, avec en fin de semaine, par exemple, la menace d'intervenir à Portland, qui est l'incarnation, c'est pandémonium, là, c'est la capitale de l'enfer pour Donald Trump. C'est de la gauche la plus infréquentable, avec des infrastructures, par exemple, de l'immigration, qui sont où attaqués, autour desquels il y a des manifestations. Puis Trump dit, ça ne passera pas. Il faut absolument qu'on déploie nos militaires. Pendant ce temps, ce matin, il y a de la grande visite à la Maison-Blanche. Grande visite à la Maison-Blanche, c'est Benjamin Netanyahou, qui est aux États-Unis depuis la semaine dernière, qui est à la tribune des Nations Unies, sans aucune forme de complexe ou de repentir, disait on va aller jusqu'au bout. Et plus vous allez reconnaître la Palestine, plus nous, on va tenir notre bout. Avec, on en parlera peut-être plus tard cette semaine, un personnage qui, à l'horizon, revient, Tony Blair, l'ancien premier ministre, qui pourrait être l'homme désigné pour négocier ou administrer la transition à Gaza s'il y avait un cessez-le-feu. Parce que les Américains ont l'air d'avoir un certain plan, là. Je pense qu'on a des journaux en fin de semaine. En 21 points. Il y a une concurrence. Ça? Je pense que c'est, en tout cas, à court terme, plus sérieux que ce que l'Arabie Saoudite et la France ont mis de l'avant aux Nations Unies la semaine dernière. Et même que l'Arabie Saoudite
sera dans cette opération américaine si c'est ce qui l'emporte. Parce qu'on va le voir, ça va se discuter aujourd'hui au bureau de M. Trump avec Netanyahou, qui, par ailleurs, n'a pas l'habitude d'être très souple sur les enjeux sécuritaires. À suivre. Merci Stéphane. Salut. À demain.